chaque femme que je rencontre qui a vécu un avortement, soit est incapable d'en parler, soit s'effondre en larmes, soit s'en rend compte des années après. Donc elles ne sont pas rares, les séquelles, c'est pas des idées reçues, et justement moi je témoigne de ça, et je dis que j'ai énormément souffert, et déjà si on reconnaît cette souffrance, ce sera déjà un pas. J'étais revenu de cet entretien en disant que je ne voulais pas avorter, mais ensuite ma mère a pris les choses en main et j'ai pas eu le choix. Enfin, Il était là jusqu'à ce 19 septembre où j'ai pris cette pilule, il était bien là pour être sûr que je le prenne. Mais 2 jours plus tard, là il n'était pas là à l'hôpital, non. Il n'était pas là quand j'étais sur ce lit, quand j'étais en train de me vider de mon sang. Je passais surtout des heures dans ces toilettes, ce lieu où mon enfant est mort. C'est-à-dire que son enfant est mort dans tes toilettes, c'est juste abominable. Bonjour à tous, vous avez sans doute entendu parler du débat parlementaire qui a mené à l'inscription de la liberté de l'IVG dans la Constitution. Et bien ce débat, il était totalement à côté de la plaque. Il était un déni de souffrance, de la souffrance de femmes qui ont subi leur IVG et qui ne l'ont pas vécu comme une liberté. Les 3 femmes que vous allez entendre dans cette vidéo font partie d'un groupe de 12 femmes qui ont eu le courage de demander des rendez-vous aux députés, aux sénateurs et qui ont obtenu une dizaine de rendez-vous avec des groupes de parlementaires pour aborder leur IVG et pour aborder 3 angles morts des politiques publiques sur l'avortement. Le premier, c'est les conséquences de l'IVG sur les femmes qui sont niées. Le deuxième, c'est les pressions du compagnon qui parfois poussent à avorter, les pressions du compagnon, mais aussi de l'entourage ou du planning familial. Et le troisième angle mort, c'est les alternatives à l'IVG. Aucune de ces 12 femmes ne s'est vue proposer de telles alternatives qu'elles auraient pourtant saisies d'après elles. En fait, j'avais 19 ans quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Ça faisait quelques mois seulement que j'étais avec mon compagnon. J'étais assez candide, pleine d'idéal, pleine de rêves. Et le monde s'est un peu comme écroulé autour de moi quand j'ai appris la nouvelle. Je suis allé intérieurement tout de suite, pour moi les actes ils ont des conséquences et c'était évident que j'allais assumer cette maternité. Je suis allé voir tout de suite très rapidement le papa et là le monde s'est écroulé une deuxième fois autour de moi. Quand évidemment j'ai pas eu le soutien que j'espérais, que j'attendais. Je peux pas dire les mots qu'il a employés parce qu'au niveau de ma mémoire il y a quelque chose d'encore très traumatique. Par contre je me rappelle cette violence, cette dureté, pas une violence physique, mais une violence verbale. Ces menaces de me quitter, de m'abandonner. Il m'a conduit tout de suite chez mon médecin généraliste, il était là pour me conduire à l'hôpital pour les premiers rendez-vous, où j'ai exprimé tout de suite qu'à l'origine c'était pas mon choix. À aucun moment on m'a montré une autre piste, aucun moment. Il y a une alternative de proposer. Il était là jusqu'à ce 19 septembre où j'ai pris cette pilule, il était bien là pour être sûr que je le prenne. Mais 2 jours plus tard, là il n'était pas là à l'hôpital, non. Il n'était pas là quand j'étais sur ce lit, quand j'étais en train de me vider de mon sang. Je passais surtout des heures dans ces toilettes, ce lieu où mon enfant est mort. C'est-à-dire que son enfant est mort dans tes toilettes, c'est juste abominable. Et encore, par mon malheur, j'ai presque de la chance parce que j'ai une amie qui, elle, l'a vécu aux grandes libérations pour les femmes. Vous savez, maintenant, on peut le vivre à domicile. Désormais, c'était ces toilettes où elle va quand même fréquemment, chaque jour, comme chacun d'entre nous, qui devenait ce lieu de mémoire de mort. Elle a mis des mois à pouvoir enfin déménager. Et je peux vous assurer à quel point c'était traumatique pour elle. Ça commence à l'annonce de cette grossesse, donc un test de grossesse. Premièrement, il faut savoir que je me réjouis. Je suis hyper contente, je souris. Et je m'empresse d'appeler ma sœur et des amis pour leur dire qu'elles vont être tata. Donc c'est quelque chose que j'avais toujours eu au fond de moi d'être mère. Et à ce moment-là, cette réalité me plaît. Et ensuite, quand j'échange au téléphone avec elles, elles me disent « mais comment ton compagnon va le prendre ?» Et là, une autre réalité s'ouvre à moi. En effet, je me dis « il ne m'en a jamais parlé, à mon avis, il ne va pas forcément être favorable. » J'avais très peur de lui en parler, très peur au point en fait, d'en trembler. C'est-à-dire que je n'osais pas prendre mon téléphone, je ne savais pas comment lui dire. Et j'ai dû lui envoyer un message en disant que je devais lui parler d'un truc d'important. Et quand il est venu chez moi, pareil, la voix tremblante. En fait, je tremblais parce que je savais déjà ce qu'il allait me dire. Et je me sentais très vulnérable. Ensuite, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire, que sa sœur avait déjà avorté, qu'elle pourrait nous conseiller. Donc c'est vrai que j'ai longtemps échangé avec elle. Elle m'a pas dit que si je le souhaitais, j'aurais pu éventuellement le garder. Donc moi, on me dit qu'il faut aller voir mon médecin. Donc je vais voir mon médecin généraliste qui me dit que je peux être orientée vers le planning familial. Donc là, tout se déroule.
et sous mes pieds, il y a tout un chemin qui se trace. Donc généraliste, planning familial, premier rendez-vous pour savoir quelles sont les raisons qui me poussent à avorter. Enfin, je dis qui me poussent d'ailleurs très naturellement, c'est pour dire en fait quelles sont les raisons qui pourraient soi-disant motiver cette IVG. Je mets en avant le fait que j'ai pas les ressources financières et que mon compagnon n'en veut pas. J'ai été vraiment outré de me dire qu'en fait la psychologue en face de moi, dont c'est le métier de savoir si la personne est équilibrée en face et vraiment libre de son choix, ne me demande pas pourquoi je disais que j'avais pas les ressources financières, sachant qu'il voyait bien que j'étais professeur et que quand on est professeur, on a cette chance d'avoir la sécurité de l'emploi, la sécurité financière et un salaire tout à fait correct. J'avais également acheté mon appartement, donc j'avais pas de raison de m'inquiéter financièrement. Donc là, je me suis dit, bon, d'accord, ça a l'air de marcher mon argument. Le compagnon, pareil, ça n'a pas été questionné. Est-ce que vous, c'est votre choix ou non? Ensuite, on m'a très vite planifié un rendez-vous. J'ai dit que pour moi, c'était trop tôt, que j'avais besoin d'encore réfléchir. Donc j'ai pu partir en séjour scolaire, repousser de quelques semaines la décision. Ensuite, ils ont bloqué un rendez-vous. Ils m'ont appelé quelques jours avant pour m'assurer que je prenais bien les médicaments, puisque moi, c'était par aspiration. Et donc, il fallait prendre un médicament 2 jours avant. Et là, je me suis dit, ils sont hyper réactifs. J'ai jamais eu autant les médecins au bout du fil ou le planning familial. Ils voulaient être sûrs que j'avais bien pris les comprimés. C'était bien le cas. 2 jours après, je me retrouve au planning familial. Et en fait, moi, je suis encore très triste de me dire oh, je comprends pas, ma vie m'échappe. Je suis complètement spectatrice de tout ce qui se passe. Et quand j'arrive, j'ai qu'un espoir, c'est que quelqu'un vienne me sortir de là. En fait, j'espérais, pendant que je déambulais dans les couloirs, que quelqu'un vienne. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai eu une pensée pour ma mère. Je me suis dit peut-être que ma mère va débarquer, ce qui était complètement impossible puisque j'avais pas de contact avec elle. Mais j'ai espéré au fond de moi que quelqu'un me sorte de là. Et en fait, non. J'ai été à l'intervention. On m'a fait une échographie. Je n'ai pas entendu et ni vu aucun son, aucune image. J'étais dans une réalité qui ne m'appartenait pas du tout. J'étais complètement déconnecté de ce qui se passait. Au point où j'ai accepté une intervention par anesthésie locale, donc j'étais totalement consciente de ce qui se passait. Je pouvais parler avec une amie qui m'avait rejoint pour l'intervention. J'entendais le bruit de la machine, j'entendais parler les médecins autour de moi. Et moi j'étais là et je me disais je ne sais pas ce que je fais là. Et à aucun moment j'ai réussi à dire j'ai mal, je veux m'en aller, je veux partir. Et j'ai subi comme ça l'intervention. Moi j'ai avorté il y a 11 ans et il y a 21 ans. La première fois, j'étais encore une adolescente. Je l'ai pas très bien vécu, mais je l'ai vécu de manière moins difficile que la seconde fois. Parce que la première fois, j'étais encore une gamine. Je ne voulais déjà pas avorter, ce n'était pas mon choix, c'était celui de ma mère. Je me projetais dans ce bébé, mais j'en ai moins souffert que la deuxième fois. La deuxième fois, j'étais déjà une femme et je ne pensais pas que je serais amené à avorter à cet âge-là, dans la vingtaine. Le premier, c'était suite à une agression sexuelle. Néanmoins, depuis toute jeune, je voulais des enfants, j'étais très maternelle et je me sentais capable déjà d'accueillir la vie à ce moment-là. Alors ma mère, oui, mais elle me prenait pour la gamine que j'étais et pour elle, c'était la solution la plus simple. Et étant donné les mœurs de notre société, ça lui semblait évident. Enfin, c'était la solution aux problèmes qu'elle rencontrait avec moi à ce moment-là. Je me souviens avoir été amené par ma sœur, ma grande sœur de 9 ans, mon aînée, voir peut-être une psychologue qui pour le coup m'avait parlé plutôt des aides quand même que j'aurais pu avoir, etc. Et j'étais revenu de cet entretien en disant que je ne voulais pas avorter, mais ensuite ma mère a pris les choses en main et j'ai pas eu le choix. Enfin, donc, lors du deuxième avortement, j'avais dans la vingtaine, j'avais déjà un enfant. Et voilà, j'étais séparé du père de mon enfant. Et j'avais un petit ami dont j'étais très amoureuse. Nous étions tous les deux très amoureux. Et nous parlions régulièrement d'avoir des enfants, nous parlions de prénoms de bébés, etc. Mais quand je suis tombé enceinte, il a totalement paniqué. Et donc, il ne voulait pas du tout que je garde ce bébé. Moi, j'étais heureuse d'être enceinte et je voulais garder ce bébé. Mais alors, donc, nous avons été voir un psychologue du planning familial
et qui a pris le parti de mon compagnon de l'époque pour me pousser à l'avortement. Le planning familial, lorsque je parlais de mon bébé, me disait ça n'est pas un bébé, m'a dit ce n'est qu'un tas de cellules, et me prenait les rendez-vous au cas où, c'était la terminologie qui était employée. Et donc je me retrouvais à aller à des rendez-vous, j'essayais quand même de jouer la montre et de gagner du temps, mais je me retrouvais à aller à des rendez-vous jusqu'au jour fatidique où la veille il fallait prendre un cachet préparatoire que je ne voulais pas prendre et que mon compagnon m'a apporté à la bouche de force. Et fatigué à bout de force de lutter depuis 1 mois et demi, 2 mois, j'ai laissé tomber. J'ai baissé les bras et j'ai pris ce cachet qui préparait l'intervention et qui rendait ensuite de toute manière très difficile la poursuite d'une grossesse puisque je crois que ça ouvrait l'utérus pour faciliter ensuite l'aspiration du bébé. Ce qui est le plus dur, forcément, c'est le moment où ça s'est passé, parce que le moment où on se vide de son sang et ses toilettes, enfin, ça reste gravé en moi. C'est quelque chose de traumatique et l'hôpital devient traumatique pour moi. J'ai dû être opéré récemment et je me suis rendu compte à quel point rien qu'une simple opération pouvait provoquer des tremblements, une angoisse terrible pour une simple opération. Donc ça c'est sûr. Après en termes de défaillance en tant que telle, je dirais que c'est plutôt au moment où justement on m'a pas permis un choix. Parce qu'on ne m'a rien proposé, on ne m'a pas écouté en fait. On n'a pas accueilli ma parole. On a juste, on m'a laissé faire, on m'a conduit, on m'a sorti le tapis rouge quoi. Et puis voilà, la voie était tracée quoi. On m'avait jamais permis un seul choix. Je regrette vraiment d'avoir avorté. J'ai jamais rien regretté dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est hyper buté. Quand je prends une décision, je n'en change pas. Et en fait, je peux dire que là, je regrette puisqu'en fait, ce n'était pas ma décision. Donc, je peux dire de manière générale que je n'ai jamais regretté une décision que j'ai prise. En revanche, l'avortement, je ne l'ai pas décidé. Et je me suis longtemps questionné justement au sujet du terme IVG, interruption volontaire de grossesse. Et je dois dire que le mot volontaire me fend le cœur parce qu'on est capable d'y être sans être volontaire. Moi, je l'ai vécu vraiment comme un sacrifice, parce qu'à partir du moment où le conjoint ne nous soutient pas, si on est en dépendance affective et qu'on souhaite à tout prix maintenir son couple, enfin je dis couple, mais à l'époque je crois que c'est même pas le mot qu'il posait sur notre histoire, on est capable de complètement rejeter sa grossesse pour être sûr de maintenir cette relation. Donc en fait, l'emprise du conjoint peut mener à prendre une décision, c'est l'enfant ou le conjoint. Et si on est en dépendance affective, bah, malheureusement, on ne se sent pas libre de choisir. Donc moi, j'ai cru garder le conjoint, qui finalement, le lendemain de l'intervention, a disparu. Donc finalement, j'ai perdu les deux. Et à aucun moment, je me suis senti libre et décisionnaire de cet acte. Les regrets étaient immédiats dans la mesure où je ne voulais pas du tout avorter. Quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu mon autre enfant, c'était pire. Enfin, j'avais l'impression vraiment qu'il me manquait un enfant, que j'avais été privé d'un enfant et qu'il me manquait un enfant quand je rentrais à la maison. Et donc j'ai demandé à mon compagnon de l'époque de partir 2-3 jours après, de me laisser. Et donc je suis tombé en dépression, j'ai pris des antidépresseurs pendant quelques mois et j'ai radicalement changé de vie. Je suis parti à 300 km de là où je vivais, avec mon enfant sous le bras. Pour essayer de me reconstruire ailleurs, puisque tout me rappelait mon avortement et mon bébé. Voilà, et j'ai vécu pendant des années avec son petit fantôme, avec le body que j'avais gardé de lui, à chérir sa mémoire et à refuser la réalité, c'est-à-dire qu'il n'était plus dans mon ventre, et j'étais dans le déni du fait qu'il n'était plus là. Je me complaisais avec son petit fantôme, vraiment. Et pour moi, il n'y a rien de pire que le déni de souffrance en fait. Parce qu'on nous dit que ce qu'on a fait, on n'est pas autorisé de souffrir, notamment là, c'est dans la Constitution, c'est le texte suprême de la République. Donc c'est un droit fondamental, regarde, enfin, tout le monde a crié victoire, victoire pour les femmes, c'est un moment historique, voilà ce qui était dit dans l'hémicycle. Moment historique quoi? Historique, j'ai même plus le droit de souffrir en fait, j'ai même plus le droit de l'exprimer. Si je l'exprime, je passe pour quoi? Pour une folle, pour une extrémiste, alors que je souffre encore 18 ans après. Je pensais ne plus souffrir. En fait, je pensais à être guéri complètement. Et je me rends compte qu'en fait, je souffre encore. Dans tous les accompagnements ou discours que j'ai eu de mes proches, c'était tu peux pas, c'est compliqué, vous n'êtes pas vraiment ensemble,
qu'est-ce que tu vas dire à ta famille, comment ton établissement va le percevoir. Et en fait, j'ai jamais eu personne qui m'a dit, mais en fait, toi, qu'est-ce que tu veux? De quoi est-ce que tu as peur? Et comment on peut t'aider à dépasser ces peurs? Parce que là, j'aurais pu formaliser, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur que mon compagnon s'en aille, j'ai peur de ne pas être une bonne mère parce que j'ai manqué de la mienne. J'aurais pu formaliser des choses. Et ça, en fait, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir le dire. Et moi, je ne me suis pas senti libre dans mon choix. Dans l'IVG, le V de volontaire, je ne m'y reconnais pas du tout. J'aurais aimé être entendu par le planning familial quand j'ai dit que je voulais garder mon bébé. Je n'ai pas du tout été entendu. Et donc j'ai le sentiment que mon consentement a été extirpé et que la chose m'a échappé totalement. Qu'on a disposé de mon corps en venant chercher mon bébé dans mon ventre. Je suis resté 5 ans avec cette personne parce que à chaque fois, la relation était très malsaine par bien des aspects. À chaque fois, je me disais, mais je peux pas avoir fait ça pour rien. Je peux pas avoir tué mon enfant pour rien. C'est pas possible. J'ai mis 5 ans à me libérer de cette emprise finalement. C'est pour ça que quand on parle de libération de la femme, pour moi, c'est très rude. Ce qui est curieux, c'est que c'est quelque chose que j'ai vécu psychologiquement avec une grande violence, mais qui finalement se passe dans du coton. On est choyé, je me souviens avoir eu une petite couverture chauffante pendant l'intervention, etc. Et on est pris en charge de manière extrêmement bienveillante, mais jamais on nous demande si on est sûr ou quoi que ce soit. Voilà, mais ça se passe vraiment dans du coton, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Hormis quand j'ai constaté le sang que je perdais avant l'intervention, que je me vidais de mon bébé et que le docteur a dit que c'était bien, ça allait faciliter l'intervention. D'abord, j'étais dans une très grande détresse et une très grande tristesse. Donc le regret, je ne l'ai pas tout de suite ressenti. J'étais d'abord dans un brouillard énorme où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'en suis arrivé là? Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est là en fait où j'ai commencé à analyser mon parcours et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'avec mon tempérament et ma joie de vivre, j'ai pu en arriver là et qu'à aucun moment, j'ai su dire vraiment ce que je pensais. Et le fait de faire une IVG par aspiration, pour moi, a été également perçu comme un viol, puisque c'est l'introduction en moi d'une machine que je ne voulais pas, pour supprimer une vie que je voulais garder, et j'ai sacrifié la mienne pour la décision d'un homme qui ne m'aimait pas et qui est parti le lendemain de tout ça. Il était là à chaque fois à côté de moi et moi j'exprimais une autre voix et à aucun moment on a discuté ça, elle m'a posé des questions, ou elle m'a orienté. Elle me proposait autre chose. Enfin, on nous parle de choix. À chaque fois, on nous dit que la femme, là, elle va être enfin libre de choisir de maîtriser son corps. Mais en fait, c'est pas un choix, vu qu'il n'y a qu'une voie. Il n'y a qu'un chemin qu'on nous propose. Pour choisir, il faut qu'il y ait plusieurs voies. Ce qui me choque, c'est que ceux qui prétendent défendre le droit des femmes ne se soucient pas du tout du fait que ce soit leur libre choix ou pas, ou des pressions qu'elles ont pu subir. À minima, s'ils voulaient se soucier du droit des femmes, si je peux entendre leur argumentaire pro-avortement, même si je n'y adhère pas, je peux l'entendre. Je ne comprends pas qu'à minima, ils ne se soucient pas du fait que la femme soit respectée dans son corps et que son choix soit respecté. Ça, je ne peux pas l'entendre. Et en plus, je trouve que ce n'est pas du tout un progrès pour la femme. On devrait garantir à la femme les conditions pour qu'elle puisse donner la vie dans de bonnes conditions. Parfois, on se dit, les femmes qui sont abusées ou veulent pas garder l'enfant. En fait, moi, c'est pas parce que j'ai eu l'impression que j'étais pas respectée que j'avais pas envie de garder cet enfant. Et justement, j'ai tellement pas été respectée que moi-même, je me suis pas respectée. Jusqu'au bout, ne pouvons pas poser ce choix. C'est-à-dire que si notre corps ne nous appartient plus, pourquoi est-ce qu'on pourrait prendre une décision pour nous? Donc je suis pas d'accord avec c'est mon corps, c'est mon choix. C'était mon corps, mais c'était pas mon choix. Et psychologiquement, je pense qu'il y a plein d'études qui peuvent montrer la souffrance et l'emprise que peut avoir une société, une personne, une famille sur des décisions. Et ça mériterait que cette souffrance soit entendue. Elle l'est par certains, pas par tout le monde. D'ailleurs, si je témoigne à visage caché, c'est bien parce que c'est pas que je veux pas qu'on sache qui je suis. C'est parce que si mes proches me reconnaissent et me disent qu'il n'y avait pas de raison que je souffre et n'entendent pas cette souffrance, la violence sera d'autant plus renforcée. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, si on ne se montre pas, c'est parce que ce déni de souffrance est tellement énorme qu'on n'est même pas capable d'accepter que quelqu'un nous rit au nez quand on dit qu'on en a souffert et qu'on peut mal le vivre et que ça a pu ne pas être un choix et qu'on le regrette vraiment. J'ai le sentiment d'être tombé dans un piège
parce que j'étais très clair sur le fait que je voulais pas avorter. Je ne pensais pas du tout avorter. Mon médecin généraliste m'avait dit vous n'avorterez pas là comme je vous entends. La question est de savoir si vous allez faire ce bébé avec ou sans votre conjoint. Et finalement, je me retrouve prise dans un système où j'accepte des rendez-vous, etc. Et finalement, tout m'échappe et à bout de force, je finis par céder. Donc non, je n'ai pas été respecté dans mon choix. Ensuite, parmi celles que j'ai rencontrées, ce qui revient souvent, c'est la dépression. Je pense que hormonalement, il se passe aussi quelque chose. Forcément, nos hormones changent. Les filles, on sait déjà que dans un cycle, c'est compliqué. Alors pendant une grossesse, c'est encore plus compliqué. Donc déjà, ça, c'est nier la féminité. Parce que si hormonalement, on est chamboulé, forcément qu'on a des séquelles. Donc moi, j'ai envie de mettre en avant ça. Et celles que je rencontre à chaque fois me disent, ouais, allez, c'est souvent un mois et demi après. Donc il faudrait voir s'il y a des études scientifiques qui parlent de ça. Mais au niveau des hormones, c'est le moment souvent où on s'écroule. Et c'est toujours pareil, état dépressif, envie de mourir, mais moi par exemple, ça n'a pas été envie de me jeter d'un pont. Je me sens tellement faible que si demain je me réveille pas, c'est pas grave. Et en fait, j'avais peur de ces paroles-là parce que je me disais, moi j'adore la vie. En tout cas, j'étais quelqu'un qui adorait la vie et je me voyais m'éteindre à petit feu. Et je me suis dit, c'est complètement fou. J'ai tellement pas d'énergie, je suis tellement ébranlé et terrassé par ce qui s'est passé que si je me réveille pas, c'est pas grave parce que ça met fin à cette douleur qui n'est pas reconnue, qui est complètement invisible et que personne de la société ne voit, puisqu'à aucun moment j'ai le droit d'exprimer cette souffrance, sinon on dit que je suis folle. J'aurais aimé qu'on me dise ne va pas au planning familial, puisqu'au planning familial, on t'incitera à avorter, c'est quelque chose que j'ignorais. Je pensais que mon cas était isolé et je me rends compte en parlant avec d'autres femmes à l'occasion de ces témoignages que mon cas n'est pas du tout isolé. Et ce qu'on m'a dit, on te prend un rendez-vous au cas où, etc., d'autres femmes l'ont vécu. Donc j'ai l'impression que c'est presque les éléments de langage du planning familial. Donc j'aurais aimé qu'on me dise surtout, ne va pas au planning familial, et affirme-toi, ose dire je veux garder mon bébé, même si les conditions idéales ne sont pas réunies. Tu es capable d'accueillir la vie, tu seras capable d'assumer ton enfant. Et j'ai toujours été convaincu que je serais capable d'assumer mon enfant, mais je n'ai pas été capable de m'affirmer vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon conjoint, pour dire stop, maintenant je garderai mon enfant et j'aurais dû m'affirmer, et voilà. Et j'ai envie de dire à toutes les jeunes femmes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont confrontées à ça, elles sont tout à fait capables d'accueillir un bébé et qu'on s'en sort, même lorsqu'on a un enfant jeune, on peut s'en sortir, on peut faire des études, on peut y arriver, et que c'est une chose merveilleuse et que je pense qu'on regrette jamais d'avoir mis un bébé au monde. Et malheureusement, on peut regretter son avortement. J'aurais aimé qu'il y ait des personnes qui puissent me dire que j'avais d'autres choix, Je viens de découvrir par exemple ce système de l'adoption ouverte aux États-Unis où la femme qui sent pas la possibilité matérielle, psychologique ou de vivre cette maternité, en tout cas d'élever cet enfant, peut choisir la famille qui va faire grandir, qui va élever son enfant. Elle est déchue de ses droits parentaux, bien évidemment, mais elle peut, en fonction de son choix, garder des liens, comme un peu une tante. Et ça, mais si vous m'avez proposé ça, il y a un film là qui vient de sortir, Adopté, qui parle de ça, je l'ai vu, je peux vous avouer que ça m'a remué les tripes, parce que je me suis dit, mais moi je connaîtrai pas un jour où mon enfant Gabriel me dira merci parce que je l'ai laissé vivre. Jamais. Le problème est vu trop tard. C'est au moment de l'avortement qu'on se dit c'est ton corps, c'est ton droit. Mais en fait, avant, comment est-ce qu'on éduque les garçons au respect du corps de la femme? Comment on éduque la femme au respect de son corps? Parce que moi, en fait, je pensais que c'était tout à fait normal d'avoir très tôt des relations sexuelles avec les hommes, sans savoir qu'en fait, derrière, les responsabilités sont énormes. Donc je pense que la société elle a un rôle à faire à travers ça. Tout est hyper sexualisé et dénaturé. Moi, je suis hyper contente d'être femme et de pouvoir donner la vie. Et je pense que j'aurais aimé qu'on me dise c'est tellement beau qu'en fait, on peut prendre son temps. Et prendre son temps, ça veut dire que même si je rencontre quelqu'un que j'aime, je peux, avant d'avoir des relations sexuelles, construire beaucoup de choses très belles, ce qui fait que je suis armée et dans une relation respectueuse. Si je tombe enceinte, un choix éclairé peut se poser pour les deux, mais je ne subis pas ces violences sexuelles et je ne suis pas dans une relation qui n'est pas équitable et où il n'y a pas d'amour. Je sais que certains vivent une sexualité très libérée. Moi, quand j'ai cru le vivre, j'en ai été extrêmement abîmé. Et c'est tout un chemin de reconstruction derrière qui est énorme pour le respect du corps.
Donc ces femmes qui disent que ça nous sert, moi ça m'a détruit et ça m'a complètement terrassé au point où 1 mois et demi après l'avortement, je me suis écroulée. C'est-à-dire que je me disais je peux plus avancer comme ça et physiquement je suis tombée comme une poupée de chiffon, étage par étage. J'étais à un cours de sport et là tout le monde est venu autour de moi en me disant qu'est-ce qui se passe. Et j'ai compris en fait, j'ai compris que ce que j'avais fait à l'instant T, je me le pardonnais pas et que le chemin de guérison serait énorme et que mon corps me rappelait que je ne pouvais plus avancer comme ça. Et je sais qu'on est nombreuses à très mal le vivre. Je me dis comment on peut clamer que c'est une liberté. Moi, dans la constitutionnalisation, ce qui me gêne, c'est qu'on pourra encore moins en débattre. Déjà, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une omerta et que c'est un sujet vraiment tabou. Et c'est la raison pour laquelle je témoigne à visage découvert. C'est que malheureusement, on ne peut pas en parler librement sans être catégorisé dans une catégorie politique ou religieuse. Et donc le débat est absolument confisqué. Et je trouve que c'est dangereux d'avoir des tabous comme ça dans notre société sur des choses aussi importantes. Et qu'on devrait pouvoir en discuter librement, témoigner de notre souffrance librement, et s'interroger aussi sur le statut de l'enfant à naître librement. Je pense qu'un délai de réflexion est primordial. Mais c'est pas juste le délai en termes de semaines qui est important. Parce qu'en fait, moi, quand je vois, à l'époque, le délai était instauré, donc j'ai eu le temps de réfléchir. Et en fait, le problème, c'est qu'on se pose pas de questions. Les jours passent, on se dit pourvu... je sais même pas ce qu'on se dit, en fait. Les jours passent, défilent, et en fait, il n'y a aucune prise de conscience, parce qu'aucun sujet qui y amène. C'est-à-dire qu'on est chez soi, ou on va au boulot si on travaille encore, et les jours passent. Et moi, j'aurais aimé avoir une documentation qu'on me dise, bah voilà, les différentes possibilités en France, voilà des témoignages de femmes qui ont avorté, voilà des témoignages de femmes qui n'ont pas avorté, qu'en fait je puisse avoir un regard éclairé sur ce sujet qui est si tabou, parce que là en fait j'ai été complètement désinformé sur les séquelles notamment psychologiques que ça pouvait engendrer. Lorsque j'avais posé la question est-ce qu'il peut y avoir des séquelles, on m'a répondu ah non, vous inquiétez pas, dans le pire des cas parfois l'utérus peut être touché. J'ai dit mais psychologiquement non. J'avais même demandé est-ce qu'il y a un arrêt de travail, non, pas d'arrêt de travail. Et quand je vois, moi, les séquelles que ça a engendré, je me dis c'est complètement fou de nier ces séquelles, au point où je me suis dit c'est pas possible, on doit bien en parler quelque part. Donc j'ai été sur le site ivg.gouv pour regarder, et j'ai été frappé de la phrase que j'ai lue. Il était inscrit malgré les idées reçues sur les séquelles psychologiques, elles sont très rares, etc. Elles sont très rares, je ne pense pas. Et moi je pense qu'elles sont surtout minimisées, parce que chaque femme que je rencontre qui a vécu un avortement, soit est incapable d'en parler, soit s'effondre en larmes, soit s'en rend compte des années après. Donc elles ne sont pas rares, les séquelles, c'est pas des idées reçues. Et justement, moi je témoigne de ça et je dis que j'ai énormément souffert. Et déjà, si on reconnaît cette souffrance, ce sera déjà un pas. Il y a tant de familles, de couples qui désirent avoir un enfant et qui seraient tellement heureux de pouvoir élever cet enfant que nous-mêmes on ne peut pas élever. Donc j'aimerais dire à ces jeunes filles qu'il y a des possibilités pour préserver la vie de cet enfant. Et il n'y a pas besoin de détruire chacune de nos vies, celle de la mère et celle de l'enfant. Je voudrais dire que les premières victimes de l'avortement, ce ne sont pas nous les femmes, ce sont nos enfants qui n'ont pas vu le monde, et je pense à eux et j'ai le sentiment de les avoir abandonnés. Et ça c'est terrible pour moi en tant que mère, puisque je suis mère par ailleurs, Dieu merci. Mais c'est terrible de me dire qu'ils ne sont pas là et que j'étais leur mère, que je devais les défendre et que j'ai pas su les défendre. Ça c'est terrible.